J'ai bien compris, la réponse à la question que vous donniez, c'est que tout ce temps était consacré par les Mérous à l'obtention d'une priorité pour une fraction de seconde. Tiens, le micro là, Laurent. En tout cas, c'est notre conclusion. Ouais. C'est ce que ces images au ralenti nous ont fait comprendre, parce que autrement, c'est encore une fois assez incompréhensible. Il y a d'autres poissons qui viennent se reproduire dans la passe, précisément pour bénéficier des courants qui disséminent leurs œufs. Mais ces poissons-là, et qui font cette reproduction très chaotique, comme ça, très désordonnée, eh bien, ils viennent une heure avant, quelques heures avant. C'est-à-dire que le matin, il n'y a pas un poisson, enfin, de cette espèce-là, et puis tout à coup, il y en a des milliers, ils se reproduisent, ils s'en vont, mais les requins n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui s'était passé. Et eux viennent des semaines et des semaines avant, et forcément, c'est un massacre. Et jusque-là, la communauté scientifique n'avait pas de lumière sur ce mystère du Méron. Ou alors vous êtes parti de travaux... Oui, nous, moi ça fait plus de 10 ans, 12 ans à peu près que je connaissais l'existence de ce phénomène. Et j'avais évidemment envie d'aller y faire quelque chose, mais pas simplement aller le voir comme d'autres et puis rien en tirer. Et quand j'ai appris que les chercheurs du CRIOB de Montréal avaient commencé des protocoles en marquant les mérous avec des émetteurs, en essayant de comprendre le chemin qu'ils prenaient, en essayant de comprendre où étaient les mâles, les femelles, en essayant de comprendre comment se passait la marée par rapport à cette reproduction, je me suis dit que ça y est, ils avaient commencé un travail, et c'est ce que j'aime faire dans mes expéditions, c'est-à-dire voir que des chercheurs ont commencé quelque chose, et venir avec mon équipe et apporter ce qu'on sait faire, nous, voilà, plonger longtemps, profond, et puis là, l'idée des images au ralenti, dans un premier temps, c'était simplement pour pouvoir en témoigner, parce que j'avais bien vu quelques images faites par des amateurs où, globalement, c'était fantastique, mais on ne comprenait rien. Ça se passe tellement vite. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on voit ça au ralenti, ne serait-ce que pour apprécier la chose. Et c'est simplement pour l'apprécier au départ qu'on a compris aussi qu'il y avait quelque chose de bien précis là-dedans. Et d'ailleurs, en fait, c'est un film sur le temps long, sur le temps rapide, sur la fraction de seconde, sur le nictémère, sur le temps de l'homme, le temps du poisson. Qui a eu, enfin, vous avez réalisé le film, Gilles, vous l'avez écrit tous les deux, c'est vous qui avez eu cette idée de mêler les deux histoires, celle de l'homme et celle du poisson, celle du temps long, celle de l'éternel et celle du fugace, celle de l'éphémère et celle de l'immémorial, enfin, cette histoire de temps. Exactement, c'est-à-dire qu'au-delà d'une histoire naturaliste, le réalisateur ne peut pas se contenter et les auteurs, et même globalement le public, a besoin de différentes lectures dans un film. C'est pas juste un film de comportement animalier, c'est l'histoire peut-être un peu plus philosophique autour du temps, mais c'est aussi l'histoire humaine des hommes qui travaillent autour de cette expédition, et c'est un peu ce sang mêlé, voilà, qu'on a voulu mettre en place autour d'un scénario qui se construit un peu au jour le jour, il faut le reconnaître, parce qu'il y a beaucoup de choses que je découvre, comme Laurent d'ailleurs découvre les choses. Cette histoire de seconde inattendue au dernier moment, on l'a décortiquée pratiquement sur le plan de montage. On se demande toujours comment on va finir le film au départ. Donc oui, le temps fait partie de cette nébuleuse qui traîne autour du film et qui lui apporte peut-être une autre dimension, justement, le temps. Et d'ailleurs, en parlant de cette dimension du temps, lorsque tu as voulu faire ce séjour de 24 heures à 20 mètres, si j'ai bien compris, est-ce que c'est un vieux rêve de la communauté des plongeurs, ou alors est-ce que c'était une obsession qui t'appartenait à toi? Ou bien peut-être une limite dans les années, tu parles à un moment de l'invention du scaphandre autonome, peut-être, est-ce que ça a été à un moment une sorte de limite, de plafond de verre, des possibilités des plongeurs auxquels ils rêvaient en pensant que ça appartiendrait aux générations futures? Bon, il y a une chose qui est certaine, moi oui, c'est sûr, c'était un très vieux rêve. Mais je voulais un endroit où ça ait du sens, voilà. Et quand j'ai découvert cette passe de Fakarava, ça, pour moi c'était évident, il se passe tellement de choses là-dedans, le jour et la nuit, enfin vous l'avez vu, c'est sans arrêt les comportements, sans arrêt.
Ça m'a donné l'impression, moi, après chacune de ces plongées, pas forcément celle de 24 heures d'ailleurs, que le reste de ma vie, j'avais plongé dans un dortoir, quoi. Dans un dortoir où il ne se passe rien. Voilà. Et alors, parce que là, c'est incessant. Donc évidemment, c'était un très vieux rêve, mais j'attendais un lieu qui s'y prête, un phénomène naturel qui donne du sens à cette plongée de 24 heures. Après, tu avais déjà fait des plongées de nuit, donc tu t'étais déjà aperçu de cette frénésie à l'occasion de plonger de quelques heures pendant la nuit avec des projecteurs, tu l'avais déjà été. Oui, alors on avait tout testé avant, on n'a pas improvisé cette plongée de 24 heures, j'ai pas découvert que j'allais être bousculé par les requins pendant 12 heures, le jour de la 24 heures où je savais que je pouvais pas sortir de l'eau comme je voulais. Le film commence presque tout de suite dans la 24 heures, on était là un mois à l'avance. Et il y a cette petite réunion qu'on voit au début, c'est pas des jeux d'acteurs, hein. Moi je suis vraiment pas certain que je vais faire les 24 heures parce qu'on a déjà fait des plongées assez longues de 5 heures et je suis sorti de l'eau, j'étais frigorifié, j'avais mal au dos, puis on a fait quelques plongées de nuit. Alors aujourd'hui ça y est, maintenant apparemment on fait même plonger les touristes de nuit dans la passe depuis cette histoire. Mais enfin jusqu'à ce qu'on le fasse, ça ne se fait pas la plongée de nuit dans les passes et dans le courant. Et donc on y est allé tout doucement au début, avec plein de gens qui nous disaient il faut surtout pas faire ça. Donc forcément on va le faire. Hein. Et donc on est allé au début, vraiment ça, on la ramenait pas trop, on restait vraiment au-dessus des requins qui étaient tapis sur le fond. Et puis petit à petit on s'est approché, et puis forcément on veut faire des belles images, alors on s'approche de plus en plus, et puis il y a un moment donné où ça nous dépasse un peu, et puis on se retrouve au milieu de la boule de requin, on est bousculé, et puis on s'aperçoit surtout qu'il ne se passe rien. Du moins si on garde son calme. Évidemment. Si on panique comme les poissons, là ça peut peut-être mal tourner, mais si on reste calme et qu'on se laisse bousculer, eh ben il ne se passe rien. On n'a jamais eu de protection, ni pour les mains, ni pour les pieds, on n'a pas mis des cottes de mailles ou quoi que ce soit, on est allé normalement, mais très progressivement sur un mois. Et c'est après avoir tout testé, avoir trouvé les solutions pour le froid, toutes les solutions qu'il fallait pour que cette 24 heures soit pas une performance de quelqu'un qui serait hors norme, parce que je sais très bien que je ne le suis pas. Et que l'idée c'est pas de faire un record où on va aux limites de soi-même, c'est au contraire, s'il y a une performance, c'est de le faire sereinement, de le faire dans une certaine forme de virtuosité, et que du coup, alors on puisse se tourner vers l'extérieur et être observateur de tout ce qu'il y a. Si c'est pour me renfermer sur moi-même et me dire je dois tenir, pour moi ça n'a aucun intérêt et ce n'est pas une performance. Voilà, donc l'idée c'était de trouver tous les recettes, et c'est d'abord Jean-Marc Belin, le directeur de plongée, qui pendant un an a planché, allé voir des physiologistes, qui au début nous disaient n'importe quoi, il faudra 24 heures de plus pour la décompression, et puis en fait il y a des solutions. Voilà. Donc je ne sais plus ce qu'était la question au départ, mais après je suis parti. Ça finit par, ça n'intéresse pas l'armée par exemple, ce genre de preuve qu'on peut tenir 24 heures dans une... En fait, ils sont extrêmement limités. Non pas par leur capacité physique, les nageurs de combat ou les plongeurs des mineurs sont surentraînés, mais par malheureusement une espèce de lenteur à faire évoluer le matériel. Et aujourd'hui encore, les militaires, en tout cas français, n'ont pas droit aux recycleurs qui fonctionnent à l'électronique. Parce qu'en 1972, c'est quand même pas hier, en 1972, il y a eu un rapport fait par la marine française qui a testé les recycleurs électroniques des États-Unis et qui les a jugés non fiables. Et c'est resté comme ça depuis 1972. Et aujourd'hui, j'en connais quelques-uns, des fois je fais des stages avec eux, et ils sont les premiers, je les vois bien, en tout cas les nageurs de combat ou les démineurs sont les premiers, oh là, comment ça marche, comment tu vois, c'est génial. Oui, mais l'armée est comme le Mirou, dans le temps long. Voilà, c'est le temps long. Dans 24 ans, peut-être. Y a-t-il une question pour Laurent Balesta ou pour Gilles Kebaillé? Je me tourne vers vous. Question sur le mystère qui a été révélé.